Merci Jacques. Bonjour à tous. La présentation qui a été faite sur mon topo, c'était de vous parler des indications. En fait, j'ai pris le parti de vous considérer comme ayant déjà une certaine connaissance de ces molécules, puisque leurs indications ont déjà quelques années. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des développements, mais vous allez voir qu'on va se caler sur l'actualité et des questions que tout le monde se pose sur ces molécules-là. Faut-il les utiliser? Est-ce que c'est vraiment aussi dangereux que ce qu'on nous dit? Et puis, est-ce que la transparence a eu raison de remettre un petit peu de l'huile sur le feu? Comme je vais faire un plaidoyer sur les AOD, vous avez mes liens d'intérêt sur cette diapositive. Il est important que vous notiez que j'ai des liens d'intérêt avec tous les laboratoires qui ont développé ces molécules. Ça vous permettra de mettre en perspective mon propos et qu'on travaille et qu'on discute ensemble en toute transparence. Alors, l'actualité de la transparence, elle date de moins de 15 jours. C'est la nouvelle réévaluation des anticoagulants oraux directs, parce qu'on les appelle comme ça et non plus nouveaux anticoagulants, parce qu'ils commencent à vieillir. C'est qu'on a réévalué le service médical rendu de ces molécules, en le gardant important pour l'Eliquis et le Xarelto, apixaban, rivaroxaban, et en le dégradant, en le passant en modéré pour le Pradaxa. En termes de retombées, ça veut dire que le Pradaxa est remboursé à 35% maintenant, et non plus à 65% comme ses petits copains. En termes d'amélioration du service médical rendu, il est mineur pour l'Eliquis, il a été dégradé et plutôt mis sans amélioration du service médical rendu avec le Pradaxa et le Xarelto. Et en conséquence, la transparence vous dit que les AOD doivent être prescrits en deuxième intention. Et comme principal argumentaire, c'est de dire qu'il n'y a pas d'antidote, même s'ils prennent note qu'il y a des molécules en développement, et qu'il n'y a pas de possibilité de mesurer l'effet du traitement anticoagulant. Et donc ce que j'ai voulu faire avec vous, c'est revoir si l'evidence-based medicine, les données qu'on a dans la littérature, permettent vraiment de dire que ces molécules sont des molécules de deuxième intention, ou si le rapport bénéfice-risque n'est pas plutôt favorable dans la population globale des études et dans des populations à risque qui sont celles qui nous intéressent. Et puis vous allez voir que j'ai plutôt des arguments pour vous dire qu'ils ont tort. La mesure de l'effet anticoagulant, on va voir si ça, quelle est la critique que peut mettre la transparence là-dessus. Avec déjà en préambule, ça ne sert à rien de mesurer l'effet anticoagulant de ces molécules. Donc mettre ça en restriction d'utilisation, un peu délicat. Et puis antidote, l'absence d'antidote peut laisser croire à tous nos collègues et à nos patients que si ça saigne, on n'a rien à faire et tant pis pour eux. Or, ce n'est pas du tout vrai. Vous allez voir qu'on a déjà des stratégies de réversion de l'effet anticoagulant qui sont aussi efficaces que ce qu'on fait avec les antivitamines K et peut-être un petit peu mieux. Donc je vous propose d'aller un petit peu dans le détail avec ça et vous allez voir qu'avec la revue sur le rapport bénéfice-risque, vous aurez un peu ce qu'on a fait et ce qu'on a étudié avec ces molécules. Je me suis intéressé à deux indications qui sont les deux indications principales qui vont vous intéresser. C'est le traitement des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires et la prévention des accidents thromboemboliques sur fibrillation atriale. L'autre indication, c'est la prévention en orthopédie, post-PTH, PTG, ce qui n'est pas vraiment votre tasse de thé dans l'avenir et déjà au quotidien. Pour la maladie veineuse thromboembolique, dans le développement de ces molécules, en fait, il est basé un peu sur un raisonnement épidémiologique et vous avez ici les récidives de phlébite et d'embolie pulmonaire chez un patient qui a été admis et traité pour ça dans les 180 premiers jours, sous traitement standard actuel, héparine de bas poids moléculaire avec relais antivitamine K. Et les conclusions qu'on peut tirer de cette courbe, c'est que 50% des récidives surviennent dans le premier mois et que pratiquement toutes les récidives, en tous les cas plus des 3/4, surviennent dans les 3 premiers mois. Et ça nous permet d'identifier des séquences de traitement avec une phase aiguë où on va avoir besoin de taper plutôt très fort pendant le premier mois, un peu moins fort pendant les 2 ou 3 mois qui suivent, et puis une phase de prévention secondaire où le risque est beaucoup plus plat, vous voyez avec cette courbe un peu exponentielle, où on sera plutôt dans une indication de prévention secondaire, où on pourra continuer avec des doses relativement modérées, ou au contraire réduire un petit peu les doses. Pour valider ce truc-là, vous avez une étude qui a été conduite en 1993 qui vous explique le traitement actuel des phlébites embolies pulmonaires. On fait un traitement parentéral héparinique
qui est votre dose intensive des premiers jours pour couvrir cette période à très haut risque, puis un relais antivitamine K. On avait fait dans cette étude-là traitement antivitamine K d'emblée sans faire de relais héparinique. Et vous prenez les pénaltys que vous avez sur cette diapositive, 10% de récidive, enfin 7% de récidive sous héparine puis AVK versus 20% quand vous mettez que des AVK. C'est la preuve que vous aviez besoin d'un traitement intensif. Ce qui fait que quand on a voulu évaluer ces molécules, ces nouveaux anticoagulants directs, notre traitement standard, c'était héparine et un relais antivitamine K, mais c'est des choses que vous connaissiez bien. Et là-dessus, il y a eu deux options qui ont été prises. La première option, c'est celle qui a été prise pour l'édoxaban, qui est bientôt le prochain de la liste. Hein, il est en pleine évaluation d'AMM, il va s'appeler Lixiana. Et pour le dabigatran, où plutôt que de chercher à prendre la première partie de dose intensive, ils se sont dit je vais garder un traitement parentéral pendant 5 à 7 jours. Après ce traitement parentéral de 5 à 7 jours obligatoire, je switch aux anticoagulants oraux directs avec une dose d'entretien. Puis la deuxième option qui a été prise par les petits copains, c'est apixaban et rivaroxaban, ceux-là vous les connaissez, c'est Eliquis et Xarelto. On s'est dit, je vais tout remplacer. Et pour la prise en charge de la période à très haut risque des premiers jours, je vais faire une dose intensive, puis une dose d'entretien. Et ces doses intensives, les durées, elles sont complètement bizarroïdes. Hein, c'est 21 jours pour le rivaroxaban, vous montez les doses pendant les 21 premiers jours, et pour l'apixaban, 7 jours. L'AMM le produit sera à disposition d'ici quelques semaines. Pourquoi 7 jours, pourquoi 21 jours Apixaban a dit on va faire comme le traitement héparinique, et rivaroxaban s'est dit je vais couvrir toute la période. Le rationnel scientifique là derrière n'apparaît surtout pas. Et donc, quand on méta-analyse toutes ces études, qui ont pourtant des méthodologies un petit peu différentes, c'est pour ça que j'ai insisté sur le développement, quand on fait une méta-analyse de tout ça, une petite tendance pour avoir moins de récidives, mais c'est non significatif, pas d'effet sur la mortalité, mais on a, même s'il y a 12 000 malades par groupe, il nous manque de la puissance. Et puis, alors que vous avez, et que nos patients et que nos agences n'arrêtent pas de nous le dire, on a tous l'impression que ces molécules font saigner. Dans cette indication, les anticoagulants oraux sont associés direct à un risque hémorragique moindre. Et ce risque hémorragique diminué, il est vrai pour toutes les situations, tous les accidents hémorragiques, à l'exception peut-être du gastro-intestinal, mais c'est vrai pour le cerveau, c'est vrai pour les hémorragies graves. Donc, alors qu'on nous dit que c'est un risque hémorragique par rapport au traitement standard, l'evidence-based medicine vous dit strictement le contraire en moyenne. On a fait la prévention secondaire aussi avec ces molécules. Ça a été comparé versus rien, parce qu'au-delà de 3 à 6 mois de traitement, on a encore une incertitude sur la nécessité de prolonger. Ces anticoagulants oraux directs, quand tous les patients ont été traités 6 mois et qu'on décide de faire une randomisation anticoagulants oraux directs poursuivis versus rien, un placebo la plupart du temps, et bien vous voyez qu'en termes d'efficacité, vous avez tout intérêt à prolonger. Et puis en termes de risque hémorragique majeur, cette fois-ci on compare un anticoagulant oral direct versus un placebo. Bien qu'on ait à peu près 5000 malades dans ces études, enfin 3000 malades dans ces études, on n'a pas encore été capable de montrer un effet significatif sur le risque hémorragique. Versus placebo. Alors attention, gros bémol, à chaque fois il va falloir que vous me challengiez un petit peu, les patients qu'on inclut dans ces études de prévention secondaire, ils ont 55 ans en moyenne. Donc on est loin des patients qui ont 80 balais. Donc donner un anticoagulant oral, quel qu'il soit, AVK ou anticoagulant oraux direct à quelqu'un qui a 50 ans et qui n'a pas de risque hémorragique, il n'y a pas de raison qu'il se mette à saigner. C'est la démonstration de ces études-là. Mais quand même, quand on regarde le dabigatran qui a été poursuivi au-delà de 6 mois de traitement, et dans cette étude Remedy, on l'a comparé aux antivitamines K qu'on a aussi poursuivis. Et là, on compare un anticoagulant nouveau versus un anticoagulant ancien. Regardez, en termes d'efficacité, c'est à peu près pareil, et en termes de risque hémorragique, encore une fois, l'anticoagulant oral direct gagne et divise par 2 le risque hémorragique associé aux antivitamines K. Donc on sort de cette connotation hémorragique. Si on s'intéresse maintenant à la fibrillation atriale, toutes ces molécules ont été comparées aux antivitamines K chez des patients qui avaient un score de Schatz qui les rendait éligibles à une anticoagulation. Là, cette fois-ci, c'est un peu plus intéressant en termes de risque hémorragique parce que dans la veine, les patients ont moins de 60 ans et dans la fibrillation atriale, ils ont plus de 70 ans. Donc, on se rapproche d'une population à risque. Et quand vous faites une évaluation de tous ces critères-là, anticoagulants oraux directs versus antivitamine K, plus efficace, moins d'hémorragie majeure, significatif,
Moins d'hémorragie intracrânienne, moins de morts. Il n'y a pas beaucoup de situations cliniques et d'évaluation de médicaments où vous êtes plus efficace, plus sûr, moins de morts. Pas d'amélioration du service médical rendu ou amélioration mineure. Je vous rappelle que c'est ce que nous sort la transparence. Alors, le bémol, et on n'a pas toujours compris, c'est attention, on réduit le risque hémorragique partout, sur tous les organes, sauf le tube digestif. C'est vrai pour toutes les molécules, sauf une. Et à cause de ça, on n'est pas encore capable d'expliquer ça. Mais attention, ça veut dire que ces molécules, chez quelqu'un qui a des antécédents d'hémorragie digestive ou d'ulcère gastro-duodénal relativement récent, hors de question de prescrire ces molécules sans un IPP, et puis choisissez plutôt la molécule qui ne donne pas de toxicité gastro-duodénale plutôt qu'une autre. Et donc je vous ai fait le tour du résultat moyen dans la population générale des études, où ils sont au moins aussi efficaces et plus sûrs pour le traitement des phlébites-embolies pulmonaires, et plus efficaces et plus sûrs pour la prévention des AVC sur la fibrillation atriale. Et j'aimerais faire un petit focus avec vous sur les populations à risque. Et les populations à risque, je ne vais pas reprendre tous les sous-groupes de ces études. On peut s'amuser, il y a 50 000 malades dans la base, donc on peut aller regarder ce qui se passe. Ça reste du sous-groupe, mais c'est quand même intéressant. Et il y a des populations qui, sous antivitamine K, nous ennuient. C'est les patients qui ont fait un infarctus du myocarde ou qui ont des antécédents coronariens et qu'il faut mettre sous aspirine. Et ce groupe de patients qui recevaient de l'aspirine m'intéresse en termes de risque hémorragique. Ensuite, il y a, vous connaissez ce score de Hasbled, c'est un score qui nous permet d'estimer le risque hémorragique. Et donc, je vais aller regarder dans les sous-groupes des patients qui ont un score de Hasbled élevé, donc un risque hémorragique élevé, ce qui se passe. Et vous voyez que sous antivitamine K, on a des risques hémorragiques qui sont loin d'être négligeables, puisqu'on est à pratiquement 1 malade sur 20 qui va saigner quand vous le mettez sous AVK et qu'il a un Hasbled élevé. 1 sur 20. Et puis, bien sûr, l'âge élevé, c'est une de vos préoccupations. On a plus de 80 ans. La première question, c'est est-ce que vous anticoagulez? Et 2, est-ce que vous allez partir avec un anticoagulant oral direct, avec tout ce qu'on vous raconte dans la presse? Et puis, la fonction rénale. Et donc, je vous propose de détailler un petit peu ces sous-groupes, et notamment de regarder ce qui s'est passé avec... J'ai pris une étude particulière parce que j'avais beaucoup de données là-dessus, mais c'est aussi vrai pour le rivaroxaban, c'est aussi vrai pour l'édoxaban et en partie pour le dabigatran. On est ici dans l'étude Aristotle, on compare l'apixaban à la warfarine, que les patients reçoivent de l'aspirine en rouge ou qu'ils ne reçoivent pas d'aspirine de façon concomitante en bleu. Et pour tous les critères, vous voyez qu'il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire que l'apixaban conserve tous ses effets observé dans la population générale, que les patients reçoivent ou non de l'aspirine. Et si vous regardez même le risque hémorragique, vous voyez que l'apixaban reste moins hémorragique que les AVK, même quand il est associé à l'aspirine. Quand même, regardez ces chiffres. Vous avez 4% d'hémorragie quand vous mettez AVK plus aspirine, versus moins de 3%. La discussion que vous aurez, et je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail avec ça, mais au-delà d'un an, après un syndrome coronarien aigu, si vous voyez une association antiplaquettaire plus anticoagulant, vous êtes en droit d'appeler le cardiologue pour lui demander d'expliquer pourquoi il a fait cette prescription. Parce que c'est a priori une erreur. Vous comprenez la démarche. Il n'est pas normal, un an après un syndrome coronarien aigu, de voir, sauf indication particulière, de voir un patient sous antiplaquettaire et anticoagulant. Et c'est au cardiologue de vous justifier pourquoi il les associe, et pas vous de justifier au cardiologue pourquoi vous n'en mettriez qu'un seul. Donc cette philosophie de l'association antiplaquettaire-anticoagulant est en train de changer, parce qu'on sait que quand on met les deux ensemble, on multiplie le risque hémorragique. Si vous mettez les deux ensemble, quand on regarde ces résultats-là, on a plutôt envie de mettre un AOD plutôt que de l'aspirine. Et puis quand vous mettez un antiplaquettaire plus un anticoagulant, quel qu'il soit, on a plutôt tendance à choisir le clopidogrel plutôt que l'aspirine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que vous allez vous enlever la toxicité digestive que vous avez avec l'aspirine, qui n'existe pas avec le clopidogrel. Si je m'intéresse maintenant au score de risque, vous connaissez le Schatz de Vasque, donc je vais m'intéresser au...